candidat à l'élection présidentielle de 2025. Il a déposé son dossier de candidature. Dans quel état d'esprit vous vous êtes retrouvé quand vous étiez à la CEI, Antoine Assalé Tiemoko? Vous vous dites, enfin, on se rapproche du but? Oui, on s'est dit, enfin, on se rapproche du but parce que ce n'était pas évident de rassembler les parrainages. Pour nous, c'est la première expérience, puisqu'en 2020, nous n'étions pas candidats. Donc... Vous avez hésité un peu en 2020? Non, en 2020, je n'avais pas... encore mûri l'idée? Voilà, je n'avais pas encore vraiment mûri l'idée. C'est vrai que j'avais ça en projet, mais 2020 me semblait trop proche de l'objectif, enfin du projet. Et donc, 2025, nous nous sommes préparés pour cela. Mais le parrainage, pour nous, c'était un défi à relever. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés sur le terrain, les membres de la plateforme d'action citoyenne pour la transparence et l'intégrité, dirigée par Seyd Djibré. Je voulais les remercier pour leur engagement. Ils nous ont aidés vraiment à avoir les parrainages. J'ai été sur le terrain, j'ai parcouru cette région, je l'ai dit, dans plusieurs interventions, 82 villages, 17 départements, 22 sous-préfectures, et on a mobilisé effectivement nos parrainages. Donc, on aura l'occasion. Il fallait en parler lorsqu'on était Absolument. Merci d'être avec nous, monsieur le candidat à l'élection présidentielle. Les hommes politiques ivoiriens ont une relation particulière au gré de leurs intérêts du moment avec la commission électorale indépendante. Vous vous y êtes rendu, vous avez déposé votre dossier de candidature. Beaucoup d'entre les candidats se sont prêtés au même exercice, sauf que certains récusent la CEI et finalement vont déposer leur dossier de candidature. Comment vous qualifiez cette relation entre la CEI et les acteurs politiques, qu'ils soient encartés dans les principaux partis politiques ou qu'ils soient indépendants? Ben, écoutez, je pense que cela n'est pas étonnant. À partir du moment où la CEI elle-même est victime de sa configuration, elle est le fruit de ce que les hommes politiques ont voulu qu'elle soit. Et donc, les uns et les autres ont raison d'avoir les positions qu'ils ont. Nous également, nous avons raison d'avoir la position que nous avons. Nous pensons que cet organe-là doit être réformé dans une période qui va venir forcément, mais que maintenant... Quand vous dites une période qui va venir forcément, c'est quand? Ben écoutez, moi, dans quelle forme? Moi, j'ai déposé une proposition de loi depuis 6 mois à l'Assemblée nationale portant réforme de la CEI. Antoine Assalé Tiemoko, 6 mois avant la présidentielle, franchement, est-ce que c'est pas un peu trop court? Non, c'est pas. Je dis, le texte, ça fait 6 mois, mais je l'ai déposé il y a au moins 8 mois en réalité, que le texte est à la main du Parlement, où je propose une autre réforme de la CEI pour y extraire les partis politiques, pour qu'elle soit un organe qui soit totalement indépendant, où les partis politiques n'ont aucune influence. Donc ce texte est sur le bureau du Parlement. Nous rentrerons en octobre prochain. Si l'Assemblée nationale le programme, peut-être après les élections, eh bien, on pourra en débattre et aller en profondeur dans la réforme que nous proposons pour la CEI. Cet organe qui est là ne peut être, créer la confiance de tous les acteurs, parce que les uns et les autres, la plupart ont gouverné ce pays, ont eu à se confronter à la CEI. Et par conséquent, certains ont perdu confiance. Pour reconstruire cette confiance, il faut mettre tout le monde d'accord en les sortant de la CEI pour que d'autres citoyens... La CEI a une histoire. Avant, l'élection était organisée par le ministère de l'Intérieur. Oui. Vous souhaitez qu'on revienne à cette mouture? Non, ce n'est pas ma formule. Je propose que les acteurs politiques ne sortent plus dans la CEI. Et qui ferait qui composerait la CEI? Ben, le bureau central ne pose pas problème en réalité, même si on doit en retirer les acteurs politiques. Mais c'est surtout les CEI locales qui, de mon point de vue, posent problème. Je pense que pour les élections précises, les élections comme les municipales, les régionales ou la présidentielle, devraient être organisées par des bureaux de CEI locales qui sont des bureaux ad hoc, où sont installés des gens tirés au sort parmi des catégories de citoyens que la loi va déterminer. Par conséquent, leur mission sera très claire, organiser une élection incontestable, et puis juste après, on les libère. Je pense que c'est de cette manière qu'on va pouvoir créer la confiance. Parce que ces CEI locales sont dirigées par des acteurs politiques locaux, qui sont des militants en mission, et qui contribuent chaque fois à créer la confusion sur le terrain. Alamine Fofana? Déjà, je tiens à féliciter l'honorable Assalé Tiemoko, qui est d'abord un modèle pour la jeunesse ivoirienne, pour la personne qui l'incarne, et aussi brillant député, brillante autorité décentralisée. On peut le voir par les luttes qu'il a menées antérieurement, la crise du data et autres. Mais par rapport à la réalité de l'élection présidentielle, les réalités diffèrent. Déjà, il y a tout de suite 2 questions. La première question, c'est finalement, quel est votre point de démarcation avec le président Alassane Ouattara pour prétendre le remplacer? Et qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que souvent vous allez dans le populisme pour essayer de jouer sur les émotions, pour redynamiser votre ancrage politique? Alors, pour revenir sur ce qu'il disait Alamine Fofana, effectivement, on a reçu l'un de vos vice-présidents
dans l'émission NCI 360, Israël Guébon en l'occurrence, il était face à un représentant du pouvoir qui dit que lui et son candidat, donc Antoine Assalé Timoko, est dans le populisme. C'est-à-dire que vous vous êtes fait passer pour les justiciers, vous avez surfé sur certaines crises, et c'est comme ça qu'on essaie de vous dépeindre de ce côté-là. Comment vous réagissez? Mais je suis parfaitement heureux de cette situation. Ça prouve que nos adversaires n'ont pas d'argument pour m'opposer par rapport à mon combat sur le terrain. Ils n'ont aucun argument. Je l'ai dit sur une chaîne concurrente que le RADP est très fort devant des partis qui ont déjà gouverné, parce qu'il peut leur opposer leur bilan. Mais à moi, le RADP ne peut pas m'opposer un quelconque bilan. Donc tout l'argumentaire qui peut sortir, c'est du populisme, c'est qui ne veut rien dire strictement. Il n'y a jamais eu dans votre démarche une volonté de populisme, de récupération de certaines situations? Rien à voir. Un député est un agent au service de la communauté. La Constitution dit qu'il est au service de la population, il est le défenseur de leurs droits. Quand un problème d'intérêt national est posé, il appartient aux députés de sortir et de prendre la parole. Le faire, ce n'est pas du populisme. La crise de la data, quand on est sorti, on a mené un combat, ça produit un résultat. Si on n'a pas eu ce combat, aujourd'hui, les Ivoiriens paieraient la data plus cher que hier. Et donc, ça a eu un résultat. Quand je prends la question de conservation des corps dans les morgues, aujourd'hui, le coût de conservation des corps dans les morgues a baissé de 30%. C'est moi qui suis à l'initiative de cette baisse. Tout le monde le sait. En quoi est-ce que c'est le populisme? Est-ce que les Ivoiriens n'en profitent pas? Sur tout le territoire, chacun a constaté que sur sa facture, il y a 30% de baisse. C'est effectif. Est-ce que ça a un impact sur la vie des gens? Donc, pour moi, ce procès en populisme n'a aucun sens. C'est la preuve qu'ils n'ont aucun argument à m'opposer par rapport au combat que je mène. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui me diffère du président Ouattara? Tout nous diffère. D'abord, nous n'appartenons pas à la même génération. Voilà. Le président Ouattara appartient à une génération qui a commencé la politique depuis les années 90 et qui, pour moi, est en train de sortir de la scène. Lui-même le dit, qui va transmettre le pouvoir à une autre génération. Donc, ils sortent de cette scène politique. Donc, par conséquent, nous n'avons pas de similitude. Il est au pouvoir depuis une quinzaine d'années. Moi, je n'ai jamais gouverné le pays. Je suis au niveau local. Je ne suis pas au niveau central. Cela nous diffère. Ensuite, son parcours, j'allais dire social, son parcours professionnel. Non, je parlais plus en matière de proposition. Non, mais on va y revenir. On va y revenir. Allez-y, allez-y. Il est au pouvoir depuis 15 ans, il a un bilan à défendre. Nous arrivons pour nous présenter, nous avons un projet à proposer aux Ivoiriens. Je pense que dans le cours de l'émission, on va rentrer dans les détails de ce projet que nous allons vous proposer. Donc, d'un point de vue des individus, tout nous sépare, tout est différent par rapport au président Ouattara. Après, sur les propositions, nous pensons que nous venons avec un projet de société que nous avons baptisé la société de confiance, qui est en opposition à la société de défiance dans laquelle nous vivons. Nous nous posons la question de savoir quel est le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants. Le RADP qui est au pouvoir a construit sa dynamique sur les questions d'infrastructure. Aujourd'hui, tout leur discours, c'est nous avons bâti des broudes, nous avons bâti des ponts, nous avons fait ceci, cela. C'est vrai. Et je suis l'un de ceux qui reconnaissent qu'en matière d'infrastructure, un effort a été fait, qu'un déficit a été comblé, même si beaucoup de choses restent encore à faire. Même au niveau des infrastructures, nous, demain, si nous sommes au pouvoir, c'est vrai que nous allons poursuivre les mêmes travaux d'infrastructure en matière routière, sanitaire et scolaire, mais nous allons mettre l'accent plutôt sur les zones rurales, pour traiter les voies qui mènent dans les zones rurales, les zones de production. Dans le cadre de ces parrainages, j'ai parcouru cette partie de la Côte d'Ivoire. Et j'ai été choqué de constater que des zones de production de cacao ne sont même pas accessibles parce qu'il n'y a pas de route. Voilà déjà une démarcation. Demain, nous allons mettre l'accent sur ces zones-là pour les traiter. Alors, sur la question de la société, nous pensons que la Côte d'Ivoire est arrivée à un tournant où il faut que nous revenions aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est d'abord l'éducation. Comment nous faisons en sorte qu'il y ait une démarcation entre la scolarisation et l'éducation? Nous avons l'impression que depuis une trentaine d'années, nous ne faisons que de la scolarisation. Ça veut dire qu'on se revendique de construire des bâtiments, des salles de classe, mais on ne s'interroge pas de quels sont les acquis scolaires que nos enfants ont en sortant de l'école. Quand nous avons 60% de nos enfants qui arrivent en 6e sans savoir lire correctement et écrire correctement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'acquis scolaires. Et donc, il faut qu'on arrive maintenant à l'éducation. Mais vous remettez en cause l'éducation de toutes celles et ceux qui sont sur ce plateau. Ah non, pas du tout. Parce qu'il y a 30 ans, on était tous à l'école. Hein. Pas du tout. Donc, nous sommes des produits de ce système. Je parle de l'affaissement du système scolaire qui a commencé depuis les années 90 avec le passage au multipartisme et tous les troubles que le pays a connus.
qui ont eu pour conséquence de faire s'affaisser le niveau scolaire en Côte d'Ivoire. C'est un fait. Et donc, nous pensons qu'il faut maintenant que nous redéfinissions notre système scolaire pour que nous fassions de l'éducation au lieu de faire de la scolarisation. Pour nous, c'est important. Sur la question de la jeunesse, beaucoup d'efforts ont été faits par ce gouvernement pour accompagner les jeunes en matière de formation, en matière d'employabilité. Nous pensons que ces efforts doivent être poursuivis. Mais en même temps, nous définissons les choses. Vous savez, nous voulons ramener les jeunes à ce qu'on appelle la colonne vertébrale morale. La Constitution de Côte d'Ivoire, en son article 10, qui était l'article 8 de la Constitution, dit « L'État et les collectivités ont le devoir d'assurer le développement de la jeunesse. Il crée les conditions pour sa protection morale, pour qu'elle évite l'abandon moral. » C'est très clair. Nous allons reprendre en main la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude. Il faut de la formation. Il faut que la formation scolaire soit adaptée au marché du travail. Ça, tout le monde peut le faire. Ce qui n'est pas fait, c'est comment faire pour que notre jeunesse porte des valeurs, comment faire pour qu'elle soit des citoyens modèles et de même porter notre développement. Quand on entend les hommes politiques dire comment faire, on a l'impression qu'ils sont encore dans l'interrogation alors qu'ils sont censés être force de proposition. Non, moi je suis en train d'expliquer. Je vous dis que la Constitution demande que les collectivités et l'État s'occupent de la jeunesse. Notre souci en Côte d'Ivoire, c'est que l'État, ou bien le gouvernement, a tout centralisé, dépouillant les collectivités de leur mission, qui est d'éduquer dans la proximité la jeunesse. Je suis maire, je sais de quoi je parle. Toutes les politiques gouvernementales en matière de jeunesse en Côte d'Ivoire, depuis une quinzaine d'années, n'ont jamais associé les collectivités. Alors que la Constitution dit que c'est l'État et les collectivités qui doivent agir. Alors, quand on parle de protection de la jeunesse contre l'abandon moral, mais c'est très fort, ça est dans la Constitution de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que nous faisons pour reprendre en main l'éducation morale de notre jeunesse? Chacun sait que nos jeunesses s'abîment dans la drogue, qu'elles s'abîment dans l'alcool, qu'elle est à la rue et que personne ne s'en occupe réellement. Nous, à ADCI, nous revenons avec un projet structuré qui est très fort pour la jeunesse. Première chose, cela se fait dans d'autres pays. ADCI demain au pouvoir, tous les jeunes qui ont moins de 18 ans n'auront plus accès aux réseaux sociaux. C'est très clair. Tous les jeunes de moins de 18 ans. De moins de 18 ans. Il y aura des plages horaires au cours de la journée où ça sera ouvert. Mais pour faire de l'éducation. Tous les pays sérieux, aujourd'hui, sont en train de venir à cela. Nous allons le faire. Première chose. Deuxième chose, il y a une loi qui a été votée en 1904 qui préserve les jeunes des matières et des boîtes de nuit. C'est la loi sur le débit des boissons. Elle n'a jamais été mise en application en Côte d'Ivoire. Moi, je l'ai mise en application à Tia-Salé. Vous n'avez pas 18 ans, vous ne mettez pas les pieds dans une boîte de nuit, dans un mati. Nous allons appliquer strictement cette loi-là. Troisième chose, l'éducation à la citoyenneté. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on reprend maintenant notre jeunesse? Eh bien, nous allons imposer la discipline. Service militaire obligatoire pour tous les jeunes. Obligatoire. Donc voilà des éléments que je mets sur la table et qui vont composer notre programme que nous allons diffuser bientôt. D'accord. Voilà, cher ami très bien. Alamine, voilà la réponse que je voulais donner par rapport à ça. Mohamed Nour Diarra-Souba. Salut Timoko, je dois vous avouer que j'apprécie beaucoup ce côté-là en vous de la dénonciation. Je rappelle que vous étiez un observateur critique il y a quelques années. Aujourd'hui, vous êtes acteur politique et ça, c'est à féliciter totalement. Mais je voudrais qu'on aille dans le fond du sujet. Tout à l'heure, vous avez dit que vous ne faites pas du populisme. Et moi, j'ai plutôt l'impression que vous faites ce que j'appelle de la politique d'essuie-glace. Vous êtes à droite, vous êtes à gauche. Parce que vous avez dit dans une émission que vous êtes de droite et vous êtes à la fois social, donc libéral et social. Je rappelle, le libéralisme, c'est l'ouverture des marchés, social, c'est aussi la protection des peuples. Je voudrais savoir concrètement, vous êtes où? Parce que le choix des mots en politique, c'est concret. On ne peut pas être à la fois à gauche ou à droite. Et je viens, permettez-moi, pardonnez-moi, je vais terminer. Vous dites aussi que vous allez interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 18 ans. Très bien. Ça aussi, c'est peut-être du populisme. Sinon, dites-moi comment vous allez financer cela, combien ça va coûter et comment ça va se faire en combien de temps. Et je termine avec une dernière question, permettez-moi. Oui, bien sûr, allez-y. Écoutez, concernant les politiques des jeunes, quelles sont les 3 réformes concrètes que vous allez mettre en place une fois que vous accéderez au pouvoir? Écoutez, alors, sur la question du procès en populisme, je pense que, je vous l'ai dit, ça ne signifie rien du tout en réalité. Bien sûr. Pour moi, ça ne signifie rien du tout. C'est la preuve que ceux qui l'opposent n'ont pas d'argument. Et là-dessus, je n'ai même pas à rougir dessus. Alors, vous dites comment on va financer la restriction de l'accès... Avant d'y arriver, j'ai posé la question. Vous êtes libéral ou vous êtes... Oui, mais est-ce que tout ça a un sens aujourd'hui pour les peuples? Libéralisme économique, socialisme. Aujourd'hui, les peuples veulent du résultat. Quelle que soit la politique qu'on déploie, les gens veulent du résultat.
il veut de l'amélioration de leurs conditions de vie, il veut que l'économie soit forte, ainsi de suite. Donc, on n'a pas à se déterminer clairement par rapport à... Nous pensons que ce qui est bon dans le libéralisme, dans le promouvoir, ce qui est bon dans le socialisme, dans le promouvoir, à condition que cela produise, in fine, un résultat qui améliore le sort des gens. Le libéralisme sauvage, tel qu'il est appliqué par certains régimes, nous n'en voulons pas. Ça veut dire quoi, le libéralisme sauvage? Ça veut dire que le peuple est abandonné à l'arbitraire du marché. Le peuple est abandonné à l'arbitraire des commerçants. Il n'y a pas de régulation réelle, il n'y a pas de contrôle des prix. Ce libéralisme-là, nous n'en voulons pas. Nous voulons que les Ivoiriens soient protégés par leur État et qu'ils ne soient pas, j'allais dire, abusés par ceux qui font le pratique commercial sur le terrain. Voilà pourquoi nous parlons de prendre ce qui est positif dans le libéralisme et aller... Pardonnez-moi, mais si je vous comprends bien, vous voulez passer d'un système néolibéral à un système néoprotectionniste. Oui. Non, pas forcément. Pourquoi? Pas forcément, on ne va pas le durcir. Oui. Nous pensons que le marché doit se réguler lui-même. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Mais l'État doit rester en observation et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus. C'est ça que nous disons. C'est très clair pour nous. Donc avec vous, moins de dumping, plus de dumping? Non, il y aura moins de dumping. Okay. Il ne peut pas y avoir plus de dumping. Nous allons faire en sorte que le citoyen ne soit pas contraint à l'arbitraire du marché. L'État ne va pas se mettre dans le marché réellement, mais va rester en observation et prêt à intervenir lorsque les abus sont observés. Pour nous, c'est très clair là-dessus. Et donc, là-dessus, il faut appliquer aussi une bonne dose de socialisme. Nous pensons que toute politique qui n'a pas un côté humain n'est pas à appliquer. Et là-dessus, nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire doit faire plus. Le côté social est le boulet du régime RADP. Quelles que soient les réussites économiques qu'ils ont eues, le volet social est le boulet. Et nous allons le dire pendant la campagne qui va commencer. Voilà ce que je voulais dire dessus. Sur la question de la jeunesse par rapport au contrôle des réseaux sociaux. Mais est-ce qu'un État a le droit de dire investir pour protéger la jeunesse va coûter trop de l'argent? C'est pas ce que j'ai dit. Non, vous demandez comment on finance ça. Ça semble populiste. Comment on finance ça? Non, l'idée, c'est de dire, est-ce que vous avez dimensionné, est-ce que vous savez où vous allez prendre cet argent? Oui, mais écoutez... Et ça va coûter combien à l'État? Je pense que c'est ça la substance de sa question. Non, ce que je veux dire, il y a un ministère de la jeunesse qui a un budget. Il en est il y a 2 ans, l'État avait parlé de 360 milliards pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. On a trouvé de l'argent. Pourquoi, pour protéger la jeunesse contre les abus des réseaux sociaux, on ne trouverait pas de l'argent? Les ressources internes sont disponibles au ministère de la Jeunesse. D'ailleurs, ADCI entend supprimer le ministère de la Jeunesse. Ah bon? Oui. Pourquoi? Oui, parce que nous voulons que... Par quoi? Par les collectivités. Il y a une direction de la jeunesse, mais pas un ministère, avec des fonctionnaires qui fonctionnent, qui gèrent des bureaux et qui dépendent de l'argent. Nous voulons faire en sorte que les collectivités soient déplacées au cœur de l'éducation de nos enfants. L'État va donner les moyens aux collectivités avec des missions très claires pour que les maires jouent leur rôle de premier impact de la jeunesse sur le terrain. Voilà comment on le fait. Donc, pour financer le... Non, mais pardonnez-moi, ce sont des annonces, d'accord, mais combien ça va coûter, cette idée, cette ambition que vous avez? Est-ce que vous avez mesuré tout cela, en fait? C'est bien beau d'annoncer. Nous pensons que ça va coûter en termes d'équipement. Pour contrôler tout ça, ça va nous coûter autour de 100 milliards de francs CFA. Et pourquoi durer pour donner les chiffres? Non, il faut que je déploie, que je développe. 100 milliards, est-ce que vous pouvez développer, expliquer? Est-ce que 100 milliards... Mais écoutez, pourquoi? Juste pour effacer des réseaux sociaux, on va supprimer... Non, on n'efface pas. Mais vous savez que 100 milliards, ça peut financer des jeunes. Non, mais vous financez les jeunes pour faire quoi? Pour des projets de création d'entreprise. Mais justement, cela est déjà fait. Vous parlez de préférence, de la préférence nationale. J'arrive. On a un problème de compétitivité. On va laisser développer. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Allez-y. Je vous ai dit que la Constitution de Côte d'Ivoire dit que l'État et les collectivités doivent protéger les jeunes contre les atteintes à leur moralité. Comment vous mettez en œuvre cette exigence de la Constitution si vous ne déployez pas les moyens? Comment vous la mettez en œuvre? Il faut des moyens. Aujourd'hui, vous avez la PLCC, qui est un outil créé par l'État de Côte d'Ivoire, qui fonctionne, qu'on peut mieux équiper pour faire du contrôle, pour sanctionner, avec les plateformes qui gèrent ces réseaux sociaux, avoir des accords pour que des mécanismes soient mis en place pour contrôler. Ça se fait ailleurs. Donc, nous avons dimensionné ça à hauteur de 100 milliards pour qu'on ait l'équipement et qu'on contrôle cela. Pour nous, c'est très important. Et ADCI le fera. Parce que si on ne fait pas cela, cette jeunesse-là, peut-être que vous avez eu la chance d'être bien formé par un système qui n'est pas aussi à l'abandon comme ce que nous avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que non seulement le niveau de la jeunesse s'affaisse, mais elle n'est pas protégée contre les atteintes à son éducation.
l'État de Côte d'Ivoire doit reprendre cela en main et nous devons le faire. Voilà. Très bien, Josias. Alors, M. Assalé Timboko, en tout début d'expression, vous avez signifié que vous êtes pour la réforme de la commission électorale indépendante. Oui. Et il y a plusieurs partis politiques, surtout d'opposition, naturellement, qui demandent à ce qu'il y ait également réforme de la commission électorale indépendante. Et ces partis politiques-là ont décidé de ne pas du tout partir à l'élection avant cette réforme-là, pour beaucoup. Mais quand même, ces partis ont déposé des candidatures. Mais on remarque que ces partis-là sont vraiment rigides à l'idée de réformer la commission électorale indépendante. Et lorsqu'on pense à cette réforme-là, cela signifie que, pour beaucoup, c'est qu'il y a, du moins, on ne peut pas gagner une élection avec cette commission électorale indépendante contre le RHDP. C'est ce qui est généralement défendu. Alors, si vous pensez également qu'il faut réforme de la commission électorale indépendante, parce qu'il y a beaucoup de mots qui peut-être vont vous empêcher de gagner l'élection, comment est-ce que ça se fait que vous partiez à cette élection-là avec ces problèmes, ces mots que vous décriez avant, tout en pensant à la réforme? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est que dans votre programme, vos futurs projets, vous pensez qu'il faudrait revenir sur la configuration juridique de l'acquisition des terres, de l'allocation des terres, oui, et privilégier les Ivoiriens. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se rappelle que cet élément-là, c'est-à-dire l'acquisition des terres et tout, a créé de nombreux problèmes, de nombreux maux à la Côte d'Ivoire. Avec tous les projets qui ont été mis à partir de l'ivoirité de 95 jusqu'à 98, on s'est rendu compte qu'il y avait des véritables maux en Côte d'Ivoire à cause de cet élément-là. Est-ce que vous êtes sûr, vous pouvez garantir aux Ivoiriens que lorsque vous allez arriver à la tête de la Côte d'Ivoire, avec ce projet-là, on n'aura pas de maux? Alors, je vais être très clair avec vous. Alors, sur la question de la CEI, vous savez, j'étais au Parlement quand le projet de loi portant modification de la Commission électorale indépendante pour le bureau central a été envoyé à l'Assemblée. Et j'ai assisté au débat entre les partis au pouvoir, les partis d'opposition qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Si vous prenez la minute des échanges, vous prenez la vidéo des échanges, vous allez voir que je me suis insurgé contre la volonté des partis politiques en Côte d'Ivoire de contrôler l'appareil qui organise les élections. Tous les partis politiques en Côte d'Ivoire veulent contrôler l'appareil. Parce qu'ils sont convaincus que c'est l'appareil qui fait gagner un candidat. C'est très grave. Et donc, quand moi je parle de réforme, la CEI, elle ne sera pas obtenue avant cette élection présidentielle-là. Parce qu'il y a des conditions à mettre en œuvre avant que cela ne se fasse. Donc, pour l'année prochaine, peut-être. Mais quand je parle de réforme, c'est de faire en sorte que les partis politiques ne soient pas prédominants dans la commission électorale indépendante. Que dans le CEI local, les partis politiques ne soient pas trop prédominants pour, je l'ai dit, fausser le jeu électoral. Mais au-delà de ça, les élections arrivent dans quelques semaines, dans 2 mois maximum. Qu'est-ce que nous faisons? Vous dites que des partis politiques critiquent la CEI, dans le même temps, on dépose leur dossier. Et nous autres aussi, nous ne critiquons pas forcément la CEI, mais nous avons déposé sur notre dossier. Parce que nous considérons qu'une élection doit se tenir et que la souveraineté appartient au peuple. Et qu'il appartient aux candidats de faire en sorte que les Ivoiriens se lèvent pour aller voter librement leur candidat. La CEI centrale, où se trouvent tous les partis politiques, est pour moi équitable. Ils sont là-bas. Ce qui peut être faussé, c'est les résultats qui viennent du bas, des commissions locales. Et donc, il appartient aux partis politiques de s'organiser. Il y a 25 000 bureaux de vote. Concernant les CEI locales, tous les candidats sont censés avoir des représentants. Non, les candidats ne sont pas représentés dans les CEI locales. Voilà. Dans les bureaux de vote, tu veux dire? Non, c'est différent de la CEI locale. Bien sûr, c'est différent. Mais... Dans les bureaux de vote, chaque candidat envoie des représentants. Exactement, c'est pour ça que je dis qu'il appartient aux partis politiques de s'organiser pour être effectivement représentés dans les 25 000 bureaux de vote. Vous ne pouvez pas aller aux élections présidentielles avec 25 000 bureaux de vote et être représenté seulement dans 10% des bureaux de vote et prétendre que l'élection a été faussée, alors que vous n'étiez pas dans 90% des bureaux de vote. Donc la responsabilité des acteurs politiques est engagée. Est engagée. C'est à eux de s'organiser. Première chose. Deuxième chose, vous dites qu'ils critiquent mais ils déposent. Mais c'est aussi là un peu la situation que nous vivons. Parce qu'ils sont intérieurement convaincus que même si cette CEI n'est pas réformée maintenant, et que l'élection s'organise, que l'opposition est organisée, elle peut gagner. Je pense que c'est pour cela qu'ils ont pu déposer leur dossier. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ce qui concerne la CEI. Pour ce qui concerne le foncier, mais vous savez, l'un des problèmes les plus cruciaux que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est le foncier. Chacun de nous sait que le foncier, à la fois urbain et rural, est une véritable bombe sociale. Il y a des parties entières du pays où les populations vivent à l'étroit, sur des petites surfaces, parce que les terres ont été bradées. Il y a une telle prédation sur nos terres que si nous ne réagissons pas maintenant, dans 5-10 ans, cela va exploser.
Et donc, nous, à la DCI, nous disons que le problème doit être pris à bras le corps, avec le courage politique qui va avec. Quand je dis que je voulais mettre un moratoire de 3 ans sur les terres en Côte d'Ivoire, mais c'était un cri au scandale. Pourtant, le ministère de l'Agriculture, dirigé par monsieur, à l'époque, le ministre Sangafoua, proposait un moratoire de 10 ans sur les terres rurales. Moi, je propose 3 ans. Pour pouvoir immatriculer toutes les terres non encore immatriculées. Pour qu'on sache les délimitations des frontières des villages, des campements. Que tout ça soit balisé avant qu'on ouvre le marché pour faire la transaction. Alors, pour nos téléspectateurs, vous pourrez expliquer en quoi va consister ce moratoire de 3 ans? Ben, on ne vend pas. Toutes les terres non immatriculées, on ne les met plus en vente pendant 3 ans. Le temps que l'État se donne les moyens de les faire immatriculer. Et celles dont les immatriculations sont en cours? Ben, le commerce continue. Mais en même temps, nous pensons que nous devons créer un tribunal spécial du foncier et de l'immobilier. Parce que le faux qui a cours dans le secteur immobilier est incroyable en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Les documents qui sont trafiqués, il y a une véritable industrie du faux sur le foncier en Côte d'Ivoire. Les faussaires savent que le Conseil d'État, qui est le seul habilité à annuler un ACD, fonctionne de telle sorte que même un procès qui commence en 2024-2025 peut se terminer dans 10 ans, alors que l'individu a perdu son terrain. Il faut créer un tribunal spécial avec des magistrats outillés, une police spéciale qui fasse en sorte que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable pour que les faussaires ne prospèrent pas. Pour nous, c'est un marqueur essentiel et ADCI se donnera les moyens de le faire appliquer. Exprime ton avis en commentaire.